sur notre chaîne YouTube, on relance un projet que vous connaissez ici chez Bresse Motorsport, mais pas sur ce support. C'est plus sur Insta, c'est quelque chose qu'on a dans nos tiroirs depuis pas mal d'années, je dirais peut-être 10 ans, c'est même quasiment sûr. Donc l'histoire de cette voiture, on va la faire assez courte, mais on doit la connaître pour comprendre la suite, ce qui arrive aujourd'hui. Un petit escargot, j'allais dire tout mignon, mais il est balèze. Il est balèze et il va rendre cette M3 E92 rapide. Un V8 Atmo avec un compresseur, ça rend les choses un petit peu plus violentes. Alors il faut savoir que la voiture est arrivée dans la famille MBZH avec un kit G-Power, donc un kit compresseur, mais assez peu fiable. C'est pour ça que nous recommençons à zéro avec un kit ESS. G-Power, c'est allemand, mais c'est toujours assez compliqué pour les SAV, pour les joindre. Bref, on va repartir sur un kit tout neuf, américain, avec un retour sur les kits ESS qui est beaucoup plus important puisque aux USA, ils en vendent énormément. C'est une nouvelle génération de kits ESS, mais avant de revenir sur cette préparation et vivement à la fin, pour qu'on vous montre à quel point c'est efficace, au niveau du train arrière, on va décrire cette voiture qui est vraiment équipée de pièces. Il y a même des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Une pièce qui est introuvable, c'est ses sièges. C'est voilà, la voiture a quelques années, donc BMW avait produit des pièces M Performance à l'époque. Et si vous voulez l'équivalence aujourd'hui, il faut prendre un Recaro CS. Donc ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose. Derrière, on a un véritable arceau d'M3 E92 GTS, la version la plus radicale des M3 E92. Et on a également tous les habillages qui vont avec. Je vous raconte pas le budget pièce pour cette voiture, rien qu'à l'intérieur. C'est joli, mais c'est pas donné. On va donner un petit peu les specs de cette voiture, DKG, phase 2, donc une M3 E92 LCI, et elle est plutôt chouette, intérieurement comme extérieurement. On a de la pièce à l'intérieur, mais pas que. On va découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo, puisque là, on se concentre sur le moteur. On la lèvera après, mais il y a pas mal de choses à dire. Elle a une longue histoire, cette voiture. Si c'est entraîné par la courroie d'accessoires, celle-ci a de l'importance. Elle est plus grande. On verra un petit peu au fur et à mesure du montage quel est son cheminement. On a tout un tas de durites, le liquide de refroidissement, l'assural, donc l'air qui passe là-dedans. Et ensuite, là, c'est plutôt les belles pièces. On ne va pas les déballer tout de suite, ce ne sont que des durites. Par contre, ici, on va rentrer dans la conception. Alors, c'est bête, on n'a plus le kit G-Power pour comparer, mais on peut peut-être essayer de vous trouver des images. Après, là, vraiment, on se rend compte que ça va bien mieux fonctionner. Ici, le plénum. Sur la voiture d'origine, on n'a pas... c'est pas si gros, c'est différent. On va y revenir parce que c'est super important. On a plein de petits éléments, et surtout celle-ci, qui permet de décharger. Mais vraiment, on va prendre le temps de tout décrire. Alors, on commence par des choses basiques, puisqu'on a commencé par la courroie, le support. Ici, on va installer le compresseur et ici, on a des galets. Alors, c'est pas des galets d'origine, c'est des galets en alu qui sont vraiment solides avec un roulement qui va avec. On a aussi d'autres poulies qui vont permettre à la courroie de passer où il faut. Et puis après, tout plein de petits raccords. Mais alors, ce qu'il faut vraiment voir, il y a aussi des injecteurs plus gros, puisque quand on amène plus d'air, il faut aussi amener plus d'essence. Mais ce qui nous a choqué, c'est que le côté plug and play du kit ESS, on a hâte de monter, puisque normalement, c'est pas trop de modifications, donc pas trop d'heures de montage. Et après, pour la partie carto, on en parlera en toute fin. Ici, c'est une pompe à eau. Alors ça peut paraître tout bête, une pompe à eau, la voiture en a une, qui est également entraînée par la courroie d'accessoires, mais ça c'est pour le refroidissement du moteur. Et en fait, le kit G-Power, là où ça marchait pas du tout, c'est qu'en fait devant, on avait un gros intercolleur RR. Un échangeur RR, c'est refroidi par l'air que chope la voiture en avançant. Plus elle va vite, plus ça refroidit. Ici, c'est vraiment mieux et c'est beaucoup plus actuel, puisqu'on était à côté, vous avez une Alpine A110, qui est une voiture récente et du coup qui a un système de refroidissement de la suralimentation, de l'admission par eau. Donc c'est vraiment très actuel. Ce kit a un radiateur intégré dans le plénum. On va voir ici les entrées et les sorties. Ici vous avez l'entrée ou la sortie d'eau, on va le voir au montage. Et juste derrière vous avez un autre raccord. Et cette pompe qui est une pompe
additionnel va venir, voilà, donc en fait ça va venir faire circuler le liquide de refroidissement là-dedans, et en fait ça a un système mais complètement extérieur à la voiture, donc la voiture continue de fonctionner normalement, et ici on a quelque chose qu'on rajoute mais qui est en soi autonome, avec un petit radiateur. Je le ramène. Je dis un petit radiateur puisque, en fait, comparé à ce qu'on avait avant, l'intercooleur, ça bloquait toute la partie refroidissement de la voiture, mais de manière générale. Donc c'était vraiment anti-mécanique puisqu'on bloquait toute la partie refroidissement du radiateur d'eau, mais du radiateur d'huile moteur, de la DA, et on a la boîte qui est à côté qui était épargnée, mais en soi c'était pas fou, c'était prioriser les performances au détriment de la fiabilité du véhicule, ce qui nous a amené à un nombre énorme de modes dégradés. Et bon, voilà, pour le côté un peu pas cool, c'est le deuxième moteur sur cette voiture, alors qu'elle n'a que, allez, je crois qu'elle avait 36 000 km quand le premier moteur a lâché. Bon, ça n'avait rien à voir, c'était les cylindres qui ont a priori, on n'a pas vérifié, mais les cylindres qui avaient le traitement qui avait lâché. Mais bon, voilà, c'est quand même la preuve qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y aura énormément de contraintes avec le kit ESS. Les précaux sont lourdes. Coussinet bielle tous les 10 000 km à peu près. Un gros entretien au niveau du remplacement de l'huile qu'utilise ce compresseur, on va vous le décrire, mais effectivement ça passe par les vidanges, de moteurs, de boîtes, du pont, puisque la transmission prend énormément, elle aussi, parce que faut passer tout ce couple et toute cette puissance. Ce petit bocal qui va contenir l'eau, donc on peut appeler ça un vase d'expansion, quoi. Le radiateur d'eau va se situer grosso modo par ici. Avant, il fallait imaginer que c'était gros comme ça, l'intercooleur. Donc tout était bloqué. Quand je vous disais que le radiateur de boîte était épargné, ouais, parce qu'il se situe juste ici. Et on va tout remonter, tout ça. Alors ça peut paraître un peu fastidieux, mais il y a plein de choses à changer. Le galet qui prend un petit peu cher, puisqu'il y a une grosse contrainte. Donc tout ça, c'est à remplacer. On va vous refaire ça tout beau, tout neuf, et qui fonctionne en plus. Alors cette pièce est assez lourde, je vais attendre qu'elle soit présentée sur le dessus du moteur, puisque c'est vraiment le plénum, on voit bien ici, on peut bien imaginer que ces tubes soient ceux qui vont alimenter chaque cylindre. Alors j'ai un filtre à air, et franchement on rigole bien à comparer ESS et G-Power, il y a vraiment des choses c'était un peu absurde. Le kit G-Power imposait un filtre à air, on avait du mal à le changer, mais c'est pas le problème, il était juste ici. Il faut savoir que là, il y a le moteur qui est chaud. Dessous, on a un collecteur d'échappement. Alors, ce carton, c'est pas très esthétique, mais bon, c'est juste pour éviter qu'on mette quelque chose tombe. Et en fait, avec le kit ESS, ça va se situer ici, au niveau du pare-choc, d'une entrée d'air. Logique. Le filtre sera tout en bas. On a cette conduite qui est franchement bien faite. C'est pas du bricolage. Et ce qui va nous amener à ce compresseur, en fait, puisque on est vraiment situé. Alors, je vais le prendre par ici, puisque c'est assez lourd. On va mettre une poulie. Cette poulie va être entraînée par la courroie d'accessoires. Et on est bien là. C'est vraiment bien fichu. Et on va y venir à toute cette partie poulie. C'est important, et c'est plus important qu'on ne le pense, puisque ça gère un petit peu le débit d'air. Alors, je récupère ce petit tuyau. Ici, la turbine, ça c'est quelque chose qui vous parle. Ça ressemble à un turbo, sauf qu'un turbo, c'est entraîné par les gaz d'échappement, ce qui fait qu'on a un lag, on a un temps en fait où il faut que les gaz d'échappement soient assez présents pour faire tourner cette turbine. Et bien là, c'est pas le cas, puisqu'en fait la poulie tourne tout le temps. Dès que le moteur est démarré, et ben on a cette poulie qui tourne, ce qui fait qu'il n'y a pas de lag. Ça s'essouffle un petit peu en haut, puisque à un moment, la courroie, elle ne sait plus comment donner, mais, alors que le turbo lui donne encore plus. Mais bon, voilà, c'est un autre concept, c'est plus fiable aussi, et c'est pas si mal, puisque bon, après, les kits turbo, on joue un peu avec le feu. Comment on gagne 200 chevaux? C'est grâce à cette bête, c'est vraiment elle qui va permettre au moteur d'avaler un maximum d'air. Et si on avale un maximum d'air, on a parlé tout à l'heure des injecteurs, on envoie un maximum de sens, et tout ça, ça fait des chevaux. Ce compresseur a une petite partie démultiplication pour rendre le côté un petit peu plus énervé. Sur cette axe qui est clavetée, on va y mettre une poulie. Et quand je vous dis, alors je vais arrêter de donner des éloges à ce kit, mais vraiment, on a une poulie
qui correspond à un indice d'octane, donc un carburant en 98-95, donc un carburant européen. Et ici, on a une poulie qui correspond à un indice en 91 ou en 93, donc un indice d'octane plutôt adapté au marché américain et d'autres très certainement. Dump valve, quelque chose qui va décomprimer l'air quand on aura atteint la valeur souhaitée. Alors, elle est sur le côté juste ici, mais tout ça, une fois monté, ce sera beaucoup plus parlant. Les injecteurs, vous savez ce que c'est, on ne va pas forcément les déballer. On a parlé du débit supplémentaire qu'ils avaient. Quelque chose qu'on a oublié de présenter, c'est cette écope qui va pouvoir accueillir le filtre à air ici, et tout ça, ça va être dans le pare-choc. Alors, comme ça, c'est plutôt parlant, non ? À ce stade de la vidéo, on va aborder très rapidement la partie reprogrammation, puisque ce sera en toute fin, mais ESS fournit de quoi flasher la voiture très bien. En fait, on a quelque chose qu'on plug qui fonctionne avec un câble et qui permet d'installer le programme adapté. Alors, il y a peut-être une phase de réglage qu'on peut encore optimiser, mais le but, c'est d'être hyper safe. On passe de 400 à 600 chevaux, c'est bien assez. On va essayer d'être riche et de ne pas jouer avec les fiabilités du moteur. C'est super intéressant cette vue, puisqu'on imagine l'air qui est alimenté par le compresseur qui rentre ici. Cette partie, en fait, c'est la partie échangeur air-eau. Donc, on a l'entrée d'eau et la sortie d'eau. C'est peut-être l'inverse, hein, je n'ai pas encore le sens de circulation de celle-ci. Et en fait, ici, après, l'air passe là, passe au travers du radiateur qui est ici pris en sandwich et rentre dans le moteur après avoir été refroidi par ce radiateur. Donc ça, c'est bien parlant. Pour conclure cette partie présentation, clairement, pourquoi on a choisi ESS? On sait que c'est une dizaine d'heures d'installation, un support technique derrière qui est assez présent et vraiment un passif puisqu'il y a eu des centaines de kits qui ont été installés, voire peut-être beaucoup plus. On va essayer aussi de passer sur la partie fiabilité puisqu'on voit que sur cette préparation qu'on a repris côté châssis, etc. Mais on était persuadé de réussir à faire marcher ce kit G-Power et à un moment on a un petit peu abandonné. Mais il y a des choses qui n'ont pas été faites comme le refroidissement de la boîte de vitesse. Il y a un radiateur mais il existe un plus gros. Pareil pour le radiateur d'eau. Et en fait ce kit nous donne vraiment un nouvel élan et ça donne vraiment envie de faire un super truc et je pense que ça va être super drôle. Ça marche une M3 compressée, ce V8 est hyper intéressant et ce qui est intéressant également et ce qu'on garde dans le côté compresseur, c'est ce côté Atmo qui prend des tours avec une sonorité bien particulière, un truc BMW Motorsport. Un chantier qui me tient à cœur reprend. On avait démonté le kit G-Power, on remonte le kit ESS. On a changé le couvre-culasse et on l'avait dit, c'est, j'allais dire un mot un peu vulgaire, c'est un peu de la gnognotte le kit G-Power. Il y a des pièces de qualité, ça marche assez mal, il y a de la puissance. Cette voiture faisait des gros burns, mais tapait aussi beaucoup de modes dégradés. Il y a un truc qui est un petit peu dommage, c'est que le kit ESS, ça se monte très bien. C'est une journée de boulot de montage. Je pense qu'il faut un peu plus d'une journée ensuite pour peaufiner. Mais alors, toutes les modifications du kit G-Power qui ont été apportées à cette voiture pour essayer de la faire fonctionner, non pas par nous, mais par l'ancien propriétaire, nous font perdre un temps énorme. Il a fallu remplacer ce couvre-culasse puisqu'il avait été percé pour installer le kit G-Power. On a plein de pièces comme ça, le circuit d'essence, le circuit d'électricité qui ont été modifié, hein, on va dire ça comme ça. Et là, donc, on va commencer tout juste à rattaquer le chantier après la remise en ordre et en état de cette M3 E92, cette très belle M3 E92, très peu de kilomètres, une phase 2, un équipement à l'intérieur de folie. Je ne reviens pas là-dessus, on a hâte de la voir tourner, de retrouver ces 600 chevaux. 600 chevaux. Un kit compresseur, souvent, ça arrive avec des injecteurs, puisque plus de suralimentation, enfin, de la suralimentation, on amène beaucoup plus d'air, donc il nous faut plus d'essence. Des injecteurs tout neufs fournis avec le kit ESS. Pourquoi on ne peut pas les remonter en 2 temps, 3 mouvements? Façon de parler, puisque ça peut être
peu plus long que ça? Parce qu'il y a une durite qui a été coupée au niveau de la rampe d'injection. Et là, on se retrouve avec un dilemme. Est-ce qu'on rachète cette pièce qui vaut 250 € hors taxe, ou est-ce qu'on perd du temps et on fait quelque chose de propre au niveau de son raccordement? Eh bien, on va faire quelque chose de propre au niveau de ce raccordement, mais ça va se répéter à chaque étape. On en est presque à la fin, mais je voulais voir cet après-midi la pièce maîtresse remonter sur ce moteur. Ce sera sans doute pas le cas. Petite interlude, puisqu'on est dans le milieu de la BM et puisqu'on vous a fait une vidéo concernant le chantier qui est juste à côté, les renforts de M346. Donc c'est l'occasion de vous remontrer cette presta que nous faisons régulièrement. Et puis c'est aussi l'occasion de vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de bruit à côté dans cette vidéo. On est sur le remplacement des cylindres blocs et ça ne se fait pas sans y aller un petit peu violemment. Sans y aller un petit peu de manière violente. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo dont je vous parle, pourquoi on fait cette modification? Bien évidemment pour avoir une voiture plus dynamique et plus stable en fait avec le remplacement des cylindres blocs, mais aussi pour réparer les fissures sur le train arrière de cette voiture. Je ne vous en dis pas plus, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. Le chantier a bien avancé. Cherchez où sont rendus les injecteurs dont on parlait il y a quelques instants. Ils sont en dessous du plénum et ça va nous permettre de vous expliquer comment ça fonctionne. Puisque ça n'a rien à voir avec le kit G-Power, il y a plein de choses qui changent et notamment le côté échangeur air-eau. Sur le G-Power, on avait une grosse masse de choses qui empêchaient le moteur de refroidir. Ici, c'est l'inverse. On rajoute un petit radiateur en dessous avec de l'eau qui va venir refroidir le circuit d'admission. J'ai envie de dire que c'est quand même mieux fait, mais on va assurer le coup en remplaçant tous les radiateurs de cette voiture par un Big Pack Cooler. Donc, allez, un cooler Big Pack plutôt. On n'est pas très fort en anglais, mais ce qui est sûr, c'est que cette voiture va bien me refroidir. On va ajouter un radiateur d'huile plus gros, un radiateur d'huile de boîte de moteur, mais aussi un gros radiateur d'eau pour le refroidissement, le liquide de refroidissement. Un petit dernier, celui de la direction assistée. Nous reviendrons sur cette partie refroidissement global, puisque les radiateurs sont variés et n'ont pas la même utilité. Quand tout sera arrivé, ça nous permettra de comparer les éléments entre eux. Revenons sur ce superchargeur kit. Finalement, on est à fond sur l'anglais aujourd'hui. Et ça va porter ses fruits, puisque la grosse, le gros turbo, l'escargot, ce n'est pas un turbo, mais c'est un peu le même principe. Et ici, avec son système de poulies de renvoi et de courroie, on a le système de refroidissement qui est là. On vous explique tout ça, mais ça se monte plutôt bien et visuellement, on sent quand même la qualité et la fiabilité. Fiabilité, tout est relatif. On augmente la puissance de la voiture de manière importante. Et quand je parle de la fiabilité, c'est le montage qui est fiable. Ce n'est pas du bricolage. Quand on parle de la fiabilité du moteur qui va subir ces contraintes supplémentaires, il ne faut pas rigoler. Vidange, coussinet de bielle, il va falloir approcher un petit peu les échéances. Tentons maintenant de vous expliquer comment cela fonctionne. Ici, on a un réservoir de liquide de refroidissement. Pas celui du moteur, celui de l'échangeur qui est à l'intérieur du plénum. Pour cela, commençons par où l'air rentre. On oublie un petit peu le fonctionnement d'un moteur traditionnel, on va parler que de la surhale. L'air va être acheminé par cette écope dans le filtre à air et va être ensuite dirigé vers le système de suralimentation. Tout cet air va être aspiré de manière bien plus importante grâce à cette pièce, le compresseur, qui est entraîné par le moteur. Et c'est vrai que c'est plutôt cool, un kit compresseur. Ça a des contraintes mécaniques qui ont leurs limites, puisqu'une courroie reste une courroie, ça peut patiner, ça peut chauffer, ça peut fondre. Il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est pas comme un turbo en fait, mais par contre, c'est linéaire. Plus le moteur prend des tours, plus ça aspire et plus on peut emmener de l'essence et avoir de meilleures performances. Ça, c'est pour le côté un petit peu simple. Je résume de manière très facile. L'air qui est aspiré est comprimé par ce compresseur et envoie beaucoup plus de volume dans ce plénum. Alors, ça va nous permettre d'injecter aussi plus d'essence via les injecteurs qui ont été mis en place. Et ensuite, on va décharger le surplus de pression via cette dump valve. Alors, c'est assez simple, c'est
assez fiable, je le disais, concernant le montage, mais ça permet aussi de soulager un petit peu le moteur par rapport à une version turbo, puisque les turbos, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Et quand on monte un kit turbo sur une voiture, en général, il faut toucher aux internes moteurs. Là, ce n'est pas le cas et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que si vous voulez revenir en arrière par rapport au kit G-Power, déjà, ça n'a rien à voir puisqu'on modifie très peu la voiture. Mais si vous voulez remettre la voiture d'origine, on enlève ce kit ESS, ce kit compresseur, et la voiture redevient stock, en atmo, tout simplement. Ça ne laisse pas de traces et normalement, pas trop de bobos aux internes et au moteur globalement. Revenons maintenant sur le système de refroidissement de cet intercooleur RO. C'est super important, ça permet d'avoir des performances vraiment stables et c'est ça qu'on cherche. Pour avoir une température d'admission optimale et constante, on la refroidit via un circuit parallèle. Alors sur toutes les voitures récentes, une 140i par exemple, une M4, on a 2 circuits de liquide de refroidissement séparés. Un pour la Sural et un pour le moteur. Et bien là, c'est la même chose. Tout n'est pas en place, mais ça vous permet aussi d'avoir un aspect visuel plus intéressant puisque ça va être caché par les autres radiateurs qui, eux, n'ont rien à voir avec le système de Sural. Comment ça fonctionne? On a un radiateur, comme n'importe quel système de refroidissement, un petit bocal de la même manière qu'on aurait un vase d'expansion, et une pompe pour faire circuler tout ça. Ici, on a un petit faisceau qu'on a rajouté. Cette pompe est électrique pour le coup, elle n'est pas entraînée par une courroie ou pas une courroie, c'est une bonne idée. Et ici, on a le radiateur. Donc tout ça fait un cheminement d'eau qu'on va brancher et va permettre de bien refroidir l'air qui va être aspiré par le moteur. Cette pompe électrique est de marque Ford. Il faut savoir que c'est des kits qui sont montés avec ce qui se fait de plus pratique et à la limite de plus économique pour le montage. Par contre, on sent que ESS a une grosse force de frappe puisque toutes les pièces sont estampillées, le compresseur, le plénum et plein de pièces qui sont fabriquées pour ce kit en particularité. Ce qui veut dire que la force de frappe, elle est là. Et si vous piochez dans le catalogue, parce que c'est ça qui peut être sympa, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi pas compresser n'importe quoi. Nous avons régulièrement des demandes pour des prépas avec des kits turbo. Souvent, on botte en touche pour éviter de casser et de perdre du temps et beaucoup d'argent. Par contre, une demande pour monter un kit compresseur, n'hésitez pas, on est chaud. Le chantier reprend concernant cette M3 92 V8 équipée désormais d'un kit ESS. C'est en place. Maintenant, on va remettre les pièces d'origine et on va remplacer quelques pièces d'origine. Alors, je dis origine et pas, parce que le compresseur, lui, n'y était pas. On est clair là-dessus, même si on avait un autre modèle de compresseur, le G-Power. Là, ici, on va remettre tous les radiateurs et même un petit peu plus en mode performant, puisque d'origine, la M3 92 a de gros soucis de chauffe au niveau de la direction assistée et au niveau du moteur globalement, du refroidissement liquide. En tempée d'huile, c'est plutôt correct, mais tant qu'à faire, autant tout fiabiliser puisqu'on sait qu'un moteur donne le maximum de son rendement avec des températures qui vont bien. Le seul élément qui est désormais en place, c'est... alors, on a présenté un petit peu les choses, mais là, c'est le radiateur de la boîte de vitesse DKG. Donc, un radiateur qui est bien déporté, puisque la boîte se retrouve quand même assez loin. Et ici, on a une écope carbone qui permet vraiment d'alimenter l'air qu'engouffre le pare-choc sur ce radiat. Donc, vraiment une capacité d'huile bien plus importante et puis une efficacité apportée par cette écope. Ensuite, on va amener toutes les autres pièces, radiateur de liquide de refroidissement moteur, radiateur d'huile, radiateur DA, et on va même remplacer ce petit bocal par un plus gros pour être sûr d'être tranquille. Radiateur de liquide de refroidissement moteur. Clairement, ici, en plus, il est en alu, c'est plus du tout la même chose, on n'a plus les côtés latéraux en plastique. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus gros. Ici, on a remis le condenseur de clim d'origine, et là, on a le gros radiateur de liquide de direction assistée. Donc ça fait pas mal de choses, surtout qu'on va rajouter à tout ça le radiateur d'huile moteur. Le radiateur d'huile moteur,
est fixé sur le masque avant, hein, ce qui va permettre de tenir un petit peu tous les éléments ensemble sur la voiture. Et alors là, c'est pareil. Alors c'est dommage, on n'a pas tous les éléments d'origine pour comparer, mais c'est presque du simple au double hein, pour le radiateur d'huile moteur. Ce souk ici n'appartient pas à la voiture, mais on va rester dans les sujets BM. Hein, ça sera dans un sujet d'une autre vidéo. Une conversion d'M6 V10 en boîte manuelle. Donc fini la boîte SMG, puisque là on a une boîte DKG. Et ben là, c'est pas non plus la même boîte que sur LM346. Ce sera vraiment un chantier différent. Mais imaginez un V10 en boîte manuelle. J'ai hâte. Profitons-en tant que les liquides ne sont pas en place, hein, notamment dans la direction assistée, pour mettre tout ça en place. Ça permettra de bien purger le système. Hop. On replace les cylindres blocs d'origine sur ce bocal en alu. Franchement, c'est du plus bel effet. Ça fait vraiment racing, au-delà du fait que ça serve quand même à quelque chose. Et ici, on va remplacer les connecteurs par des petites choses en dash comme ça, hein, c'est le terme, et on va venir se mettre sur les durites d'origine. Ça va être fixé bien plus solidement. Donc, enfin voilà, là, on est vraiment dans le milieu de la course, c'est chouette. Vu comment c'est dur à mettre, ça va pas se défaire en roulant. Bon, on remet tout ça en place et rapidement, on démarre. On a hâte de démarrer tout ça. Ça y est, elle est prête, cette magnifique M392. Et c'est vrai que auparavant, entre deux voitures, entre deux ponts, ça la mettait beaucoup moins en valeur. On a fini par remonter tout l'avant, dont ce superbe pare-choc Vorsterner en carbone qui va avec sa malle. Vous l'avez vu, l'aileron a disparu, tout comme les bas de caisse en carbone qui, bon, on va dire que ce n'était pas de la même qualité, ce n'était pas à la hauteur des pièces Vorsterner. Nous avons beaucoup parlé de mécanique, on va parler évidemment maintenant d'électronique, puisque la gestion moteur, c'est une chose importante sur cette transformation. Et on va en parler à l'intérieur de cette très belle voiture. On vous l'a présentée, mais on ne peut pas se lasser d'un si beau projet. Carrément, elle est trop cool la caisse. L'histoire de cette voiture est longue. Certains d'entre vous, des passionnés BMW comme nous ici au garage, la connaissons depuis longtemps. Elle est depuis 10 ans peut-être bientôt chez Brez Motorsport et avant chez un autre préparateur. Vous avez vu au cours de cette vidéo, il y a eu pas mal de petits bobos à réparer, de choses qui ont fait que cette voiture a traversé les années avec plus ou moins de succès. Quelque chose qui a disparu, c'est cette préparation G-Power. Il en reste sur ce cendrier une petite plaque celle de G-Power, avec le numéro du kit, c'était le 191e kit pour M392, avec le type, etc. Ça rend quand même un petit peu nostalgique, même si, à cet instant précis, on espère, en ayant tourné la page, réussi à résoudre pas mal de soucis. Le côté G-Power apportait beaucoup de puissance, mais aussi pas mal de modes dégradés, et ça gâche un petit peu le plaisir, voire énormément. On a installé un volant tout neuf, rien de tel pour reprendre du plaisir en conduisant cette voiture, mais là j'avoue que c'est un grand moment. Vous l'avez vu, hein, cette voiture est très belle, en très bon état, très peu kilométrée. Alors on va la démarrer, mais il faut savoir que juste avant cette phase de démarrage, la voiture n'a pas encore roulé, hein, c'est vraiment une phase de mise en température qu'on a faite au garage. On a refait les niveaux puisqu'on a changé tous les radiateurs. Vous avez vu qu'il y en avait un petit paquet. Et là-dedans, dans ce sachet,
il y a le soft, hein, pour le coup, on fait de la reprogrammation moteur ici au garage, c'est évident, vous le savez, mais le kit ESS est vendu avec une carte de démarrage, nous l'espérons, relativement abouti, qui nous permettra de gagner du temps. Donc là-dedans, on a quelque chose qui nous permet de flasher la voiture via la prise OBD. Je parlais tout à l'heure du kit G-Power, on a rencontré un petit souci, c'est que la voiture était, on va dire, verrouillée par le kit G-Power qui était présent. Il a fallu qu'on la remette d'origine pour pouvoir bosser avec le soft ESS. Donc sur le calculateur moteur reste encore un autocollant G-Power. Ça fera partie de l'histoire de la voiture. On a ici un câble qui nous a permis de se brancher à un ordinateur et lui lancer le soft ESS adapté, puisqu'on contacte ESS, on est revendeur des kits ESS et on peut faire une demande de soft avec un programme adapté à la configuration de la voiture, le carburant utilisé, la ligne d'échappement et d'autres périphériques entourant cette préparation. Allez, c'est le grand moment, on va y mettre la clé. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors la voiture a le call start, c'est quelque chose qu'on pourrait supprimer, mais la config de la voiture côté échappement actuellement c'est Akrapovic, donc le 4-back, alors non pas le 4-back, mais on a les collecteurs d'origine avec un échappement Akrapovic avec des catasports. Alors on vérifie un petit peu, hein, l'e-drive nous permet d'avoir quelques informations. En gros, ça se passe plutôt pas mal. Pour l'instant, on n'a même pas un voyant moteur. Alors, vous allez rigoler, mais sur ce genre de prépa et sur cette voiture, je crois que je ne l'ai jamais connue sans voyant moteur. Allons voir si dans cette petite boîte, on a la base d'une bonne carto. Et allons voir si tout va plutôt bien. En tout cas, l'atmosphère d'une M3 92 n'est pas quelque chose qui se démode. Surtout pas dans celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. Les pièces, hein, GTS, BMW M Performance, il y a plein de trucs qui n'existaient plus. On en a parlé. Maintenant, on va parler d'autre chose. Est-ce que le kit ESS est vraiment un bon kit? Allez, on passe la première. On va même rester en drive, tiens. C'est le rodage. On parlait du kilométrage. Aujourd'hui, elle a 78 000 km. C'est très peu. Concernant le châssis, là, on a tout. On est rotulé partout derrière, partiellement devant. On a un kit KW compétition, des barres anti-roulis, des cylindres blocs rigides comme la GTS sur le berceau arrière. Pas mal de choses en Powerflex devant. Sacré bolide. Avec le kit compresseur, on a toujours une ambiance particulière liée à la surale et au fonctionnement du compresseur. C'est sonore, hein. C'est pas comme un turbo. Il y a vraiment un entraînement qui se fait par la courroie, par les galets, et ça crée une ambiance, c'est le mot. J'avoue que c'est assez impressionnant au début. Alors il y a aussi quelque chose de particulier dans ces voitures qui sont transformées, c'est que la voiture à la base n'est pas prévue pour cela. Donc on a une assistance qui est finalement pas celle d'origine. Elle n'est pas prévue pour avoir 500 ou 600 chevaux et le couple qui va avec. C'est une voiture qui est censée faire 400 chevaux. Donc il faut se méfier d'un excès de zèle. On atteint les 80 degrés de température d'huile. Donc c'est bien, on peut le contrôler ici. Et avec l'afficheur Avron, un truc qui n'existe plus, hein, ne nous demandez pas si c'est disponible sur la boutique en ligne. Aujourd'hui, on propose quelque chose en remplacement, mais cet afficheur n'existe plus. Après, il y a eu Akamotion pour les passionnés de BMW, et ça aussi c'est terminé. Donc maintenant, c'est Can Check-It qui a pris le relais. Ça y est, j'accélère, on passe les 2000 tours et le sifflement est vraiment présent. Alors il y a le sifflement, alors ça siffle un petit peu devant, mais il y a aussi le pont puisque tout est en rigide et ça remonte beaucoup d'infos, un petit peu comme une voiture de course. Je sais pas si vous le voyez sur mon visage, je me méfie.
Alors je vais reprendre confiance, hein. C'est une voiture que je trouve exceptionnelle. Pour moi, le kit compresseur ne sert à rien sur circuit. C'est vraiment quelque chose qui va permettre de rendre la voiture complètement folle et absurde. Et quand on est passionné de voitures, bah on aime aussi ces voitures-là, puisqu'il n'y a pas vraiment besoin d'être tout le temps raisonnable. Est-ce que cette puissance va passer au sol? Beaucoup mieux que si la voiture était toute d'origine, puisque là elle est bien prépa. Mais est-ce que ce sera globalement hyper efficace? Bah pas autant qu'en Atmo avec une bonne prépa. Surtout qu'on alourdit à mort le train avant. Et ça pénalise quand même beaucoup la voiture. Mais au-delà de ça, on a vraiment la wesh. C'est vraiment quelque chose qui va marcher fort et ça peut donner... Enfin voilà, ça permet de faire beaucoup de drift, ça permet de faire beaucoup de burn et ça permet de faire des accélérations une fois qu'on est lancé, là où on n'a plus besoin de motricité, bah comme rien d'autre. En tout cas pas comme une M3 92 Atmo. On a beaucoup d'essais qui sont gâchés en ce moment par la météo. C'est très humide. La boîte DKG est juste merveilleuse. Avec un soft GTS, hein, elle en est équipée. Ce qui est bien avec le compresseur, par contre, c'est que finalement, c'est pas un Atmo, mais ça reste un Atmo. C'est sonore comme une voiture d'origine, on va dire. C'est pas comme ça pétarade pas. Enfin, c'est assez noble, hein, ça reste un V8 et ça, à l'oreille, ça se sent tout de suite. Ça s'entend tout de suite, mais ça sent que je suis content, que ça me plaît. Un truc génial sur cette voiture, c'est ce bouton, le MDM, qui permet de synchroniser un petit peu la configuration de sa voiture. Donc un petit peu moins, là on a tout mis en sport, on a toutes les barres de la boîte de vitesse, mais on garde de l'assistance. Ça y est, on y est. Hein. J'ai l'impression que c'est moins violent que le G-Power. On verra. Et c'est peut-être pour ça que ça va mieux se passer. Alors j'ai le sentiment que la configuration du MDM actuel, c'est avec toutes les assistances d'anti-patinage, ce qui est plutôt bien. Alors on l'a dit, on est dans une phase de test, on y va mollo, mais dès qu'on passe 4000 tours, on va bien tout mettre en température et on va vidanger la voiture. Il y a bien longtemps qu'elle n'a pas roulé et on va lui remettre de l'huile toute neuve. Et ce que je vous propose, c'est de la passer au banc. Si tout se passe bien, petit essai routier, vidange moteur, re-essai routier, on va faire des logs, on va essayer de prendre des mesures. Il y a pas mal d'infos qui sont remontées par le petit afficheur. Divers pression, température et l'AFR. Il faut savoir si ce moteur tourne pauvre ou riche. Et ensuite le score. Combien de poneys allons-nous avoir sous le capot? Alors là, ouais, j'ai pas passé 5000 tours. Il n'y a pas d'M3 92 d'origine qui fait monter aussi vite l'aiguille du compteur. Le compteur, c'est quelque chose. Le compteur, c'est fou. La différence finalement avec une voiture turbo, c'est qu'il faut attendre un petit peu. Là, on en a tout le temps, puisqu'en fait le compresseur est tout le temps entraîné par le moteur qui est démarré. Donc c'est plus progressif, on va dire. Il n'y a pas de coup de pied, mais de la même manière, plus le moteur tourne vite, plus on envoie d'air, plus le calculateur envoie d'essence et plus ça marche. Et on sent bien que passer 4-5 000, ça s'énerve vraiment. Et ce que j'ai vraiment hâte d'essayer, c'est d'aller au fond du rupteur, de reprendre le rapport dans la zone qui nous intéresse encore et comme ça passer la 3, la 4, la 5 et la 6 et je pense qu'on doit être assez rapidement impressionné de la vitesse qu'on prend. En tout cas auparavant c'était le cas, mais comme je vous le disais, c'est rare qu'on arrivait à faire alors au début 0, hein, on pouvait pas accélérer avec la voiture, plaf, rideau, plancher. Ensuite on a eu d'autres soucis, notamment à cause des problèmes de faisceau moteur, il y avait des faux contacts, on avait des capteurs de pression qui étaient un petit peu bizarres liés au kit G-Power et après bon c'était mieux, mais
voilà, on a dit stop. Il y avait aussi des problèmes pour les pièces. Il y a la conception du kit J-Power qui ne nous plaisait pas puisque le filtre à air était bloqué entre le plénum d'admission, en bref, dans un endroit très très chaud. Là maintenant, il est tout en bas, c'est sûr. Il peut prendre la flotte, il peut prendre les moustiques, mais il prend aussi de l'air. On a l'impression que c'est plus simple et mieux fait. Comme quoi, il y a parfois des mauvaises directions qui sont prises dans les prépas. À noter quand même une chose importante, c'est que désormais, avec ce kit radiateur, on ne devrait plus non plus retrouver les problèmes qu'on avait avant. Des problèmes qui n'étaient pas liés au kit J-Power, mais au fait que la voiture n'était pas équipée des radiateurs surdimensionnés à l'image de cette préparation. Donc ça devrait être bien plus cohérent pour la boîte de vitesse et la direction assistée et le moteur en lui-même, puisqu'on va refroidir l'eau du moteur. Mais il faut aussi savoir un truc que j'ai complètement oublié, c'est que ce kit ESS est équipé d'un kit RO, donc ça va être bien plus performant avec un bien meilleur rendement. Les premiers petits moments de patinage entre 3 et 4 000, ça y est, on prend confiance et ça se passe bien, pas de tempête qui bouge bien sûr. C'est la première chose à surveiller, mais on a aussi la richesse et ça nous permet de faire... Il n'y a pas à dire, sur le banc ce serait bien, mais le banc c'est tout de suite beaucoup plus violent finalement, puisqu'on a moins d'air, on a plus de contraintes, puisqu'on essaie tout de suite d'accélérer très fort. Là on prend son temps, on vérifie, on discute et on partage. Abonnez-vous d'ailleurs. Maintenant qu'elle est chaude, direction l'échappement. Écoutez ça. Pour bien comprendre la magie et ce que procure cette voiture, je vous propose la même chose, mais côté moteur. Vidange effectué et je crois qu'on va se marrer. C'est parti. Du châssis, on en retrouve énormément puisque vous le voyez, les deux mains sur le volant, on a beaucoup de train avant parce que la voiture est réglée vraiment de manière très agressive, puisqu'on a des KW compétition qu'on avait taré spécifiquement par rapport à une M3E92 qui était notre projet à l'époque. Alors cherchez pas, je crois pas qu'il y ait de vidéo. Ah peut-être, je suis même pas sûr. Concernant notre M3E92, ça fait tellement longtemps. Donc tarage spécifique, ce qui fait que la voiture est très très basse. On a un ras des ailes, mais ça ne frotte pas parce que c'est très très rigide. Le temps de continuer à faire chauffer cette voiture tranquillement, on va pouvoir remettre les choses en température une deuxième fois. On a pu tout checker lors de la vidange, voir si tous les tuyaux passaient au bon endroit, si rien ne frottait, puisque on encombre énormément le compartiment moteur avec ce compresseur, donc ça devient un petit peu étroit par endroit. Il faut tout checker. Direction une des variantes du Nürburgring Péolet. Alors le Nürb fait 20 km, 22 avec le circuit GP encore un petit peu plus. Alors là je vais pas dire que c'est infini, on a quand même pas mal de variantes et aujourd'hui le temps est un petit peu humide mais la route est quand même plutôt sèche. Alors sauf si on trouve des arbres et des feuilles, ça devrait bien se passer, on devrait quand même pouvoir mettre la sauce. Et promis, on met cette voiture sur le banc et on aura un score final, je l'espère, de 550 chevaux.
C'est vrai que j'avais un petit peu oublié ces détails de spec, mais c'est ce qui est annoncé globalement par... Enfin, c'est les retours qu'on a, puisque c'est vrai que ESS annonce 150, 180 chevaux de plus que la voiture d'origine. Une M3 92, ça sort 400 chevaux en moyenne, ce qui nous amènerait à 550, 580. Donc, on sait que les Américains sont un petit peu marseillais, si je peux me permettre l'expression, et donc allez, 550, ça serait cool. Ah, il est temps de passer en MDM. On garde les assistances pour l'instant, la voiture chauffe raisonnablement, on est à 70 degrés en eau, ce qui prouve quand même que ça monte doucement par rapport à l'origine, puisque ça, la M3 92 est une voiture qui chauffe très très vite, et quand on n'a pas la clim, puisque les voitures de piste souvent n'en ont plus, et ben il fait un petit peu chaud dans la voiture. Donc là on a fait quand même quelques kilomètres, la voiture a tourné à l'arrêt au garage, et on est toujours à 70 degrés. Donc on est à la même chose en huile, on va pouvoir commencer à rouler un petit peu plus vite, et c'est vrai que là je redécouvre tellement la voiture, j'ai tellement de bonnes sensations au volant que finalement je prends le temps d'apprécier. Quel châssis. Et quand je disais qu'il y a du train avant, je la connais bien cette voiture, elle n'en avait pas autant avant avec le kit G-Power. Il y a deux choses, le poids du kit. Alors c'est sûr que le G-Power, le SK2 qui était en place avant, c'était donné pour 630 chevaux. J'ai le sentiment qu'elle était plus violente, je vous le disais, avec bien plus de soucis aussi. Mais le fait d'avoir un compresseur plus petit, un plénum peut-être plus petit, et des choses différentes en fait, quelque chose de moins compliqué en soi, moins de pompe à carburant, enfin bref, vous l'avez vu, il y a plein de choses qui changent. Eh bien on a beaucoup moins de poids sur le train avant, et un truc aussi, c'est que l'échangeur RO sur ce kit est beaucoup plus compact en fait, étant intégré au plénum, et laisse de la place sur la face avant. Donc on a un moins gros radiateur, un moins gros échangeur, mais par contre on a pu conserver la traverse, puisque d'origine cette voiture livrée avec le kit G-Power en sortie de chez le précédent préparateur qui avait cette voiture en entretien, en préparation, eh bien ils avaient coupé la traverse devant pour pouvoir passer le gros échangeur G-Power, et en fait ça perd énormément de rigidité dans la structure de la voiture en fait. Donc on l'a déjà abordé plusieurs fois, j'ai l'impression quand même que le kit G-Power était assez mal né, même si les performances étaient au rendez-vous en parallèle à ça. Arrivé à 5000, il se passe un truc. Alors, d'origine aussi, il se passe quelque chose à 5000. En fait, ça améliore les performances du moteur, mais sans changer en fait fondamentalement le comportement. C'est un V8, c'est une BM, donc ça aime prendre des tours, et avec le compresseur, ça aime toujours. Ce qui est sympa avec une M3 92 finalement aussi, c'est le gabarit. C'est énorme une M4 à côté, hein. On oublie souvent ce facteur qui fait que la voiture est différente, et on aime les petites routes chez Bresse Motorsport. Bon, on vient de croiser la gendarmerie. Alors quand on se promène avec une voiture de sport, on se demande toujours si c'est pour nous et si on a quelque chose à se reprocher. Mais bon, comme vous l'avez vu, pour l'instant on était plutôt timide. Alors c'est vrai que dans vos commentaires, au-delà du fait d'être timide, est-ce que se faire arrêter avec une voiture pas tout à fait stock, non, ça ne m'est pas venu à l'esprit en fait au début. Comme quoi l'habitude ou la déformation professionnelle. Dans cette phase de rodage, on dit toujours que rodage, hein, façon de parler, mais que le calculateur a une phase d'apprentissage, puisque c'est vrai qu'on lui injecte un nouveau soft, un nouveau programme, et il faut qu'il apprenne à travailler avec ça. Donc cette voiture va peut-être nous en délivrer un petit peu plus au fur et à mesure qu'elle va faire des kilomètres.
petit enchaînement de virages, c'est pas très rapide. Maintenant c'est cool. Et on accélère. En fait c'est ça, il faut prendre des tours, hein. Passer 5000 ça explose. J'ai hâte par contre d'être sur une route plus grande et de vraiment faire comme je vous le disais le 5-8000 et d'y rester. Franchement les KW compétitions sur la route c'est juste ce qu'il faut. Je vois pas pourquoi on les appelle compétitions parce qu'en fait ils font tellement bien le boulot. Alors, il y a une phase d'entretien quand même parce qu'un KW compétition c'est révision de tous les 6000 km pour être performant en course. Sur la route peut-être qu'on peut reculer un petit peu tout ça, mais alors après il suffit de définir le tarage de ressort adapté à la route. Et d'ailleurs ce que fait Manthey Racing sur les GT3, les 911, et ben le kit Manthey c'est un kit compétition homologué pour la route en fait. Bonjour. Bonjour, bonne année. Merci, bonne année de même. On a ta page Instagram, je dirais 550 chevaux. Je pense aussi, mais c'est mou. Hein. Alors, on faisait 600 avant, alors c'était emmerdant parce qu'elle était tout le temps en panne. Non, ça marche bien quand même, mais elle marche moins qu'avant. Mais 550, franchement, j'espère. Bon, tu veux essayer de pas arrêter? Bon, allez, bonne journée. Bon après-midi. Ouais, également. Alors ça, je sais pas si on va le partager, mais bon, si c'est en off, les situations propres à la passion automobile, peu importe sa profession. Alors là, il fallait juste s'arrêter. Je m'attendais pas vraiment à ça. Ça patine un tout petit peu. Que de bons souvenirs. Un tout petit peu. Oh, j'adore cette voiture. Déraisonnable et hyper classe. Un petit peu flashy avec ses jantes rouges, mais bon voilà. Mais ouais, c'était beaucoup d'options, beaucoup de confort, des super sièges, des harnais si on veut aller très vite, de la sécurité, des gros freins, du gros châssis. Et des watts. Peut-être pas ce qu'il y aura de plus efficace sur piste, mais tellement fun. Alors il faut savoir que le compresseur n'aime pas trop aller au rupteur puisque c'est quelque chose de mécanique, donc la courroie peut vite patiner en fait et s'user prématurément. Avec le G-Power c'est arrivé vraiment pas mal de fois que même sans vouloir faire un burn on a la courroie qui saute ou qui patine. Bah là pour le coup on va essayer de pas faire la même erreur parce que en vrai est-ce que c'est une erreur? C'est fait pour tenir normalement et là c'est pas le même montage. On sent que le kit ESS fait peut-être plus gros volume, on sent qu'il y a plus de... ça fait moins homemade quoi en fait. On a l'impression là d'avoir un vrai kit qui peut être vendu dans le monde entier avec très peu d'SAV ou en tout cas beaucoup moins, ce qui est moins le cas du kit G-Power qui a été fait en Allemagne. Et pour la petite anecdote, j'étais en discussion avec des grosses boutiques aux USA où on achetait des pièces qui vendaient beaucoup de kits compresseurs et ils nous disaient qu'au bout de 2-3 kits ils ont arrêté G-Power parce que ça marchait jamais ou jamais très bien, alors qu'à côté de ça ils vendaient des dizaines et des dizaines de kits ESS et que ça se passait très bien, ce qui nous a mis en confiance pour cette conversion on va dire. Et puis j'ai l'impression qu'on a bien fait. Alors concernant la trace, elle est toute noire et elle est balèze. Alors cette petite phase de test, aussi rigolote et futile soit-elle, nous montre quand même une chose assez impressionnante, c'est comment le différentiel autobloquant de la M3 92 est aussi mauvais que celui de la M3 46, puisque au sol, vous l'avez vu, on n'a qu'une trace. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça fume autant. La voiture reste sur place, toutes les contraintes restent sur une roue, et en fait, ça patine à fond. Donc là, gros manque d'efficacité finalement. On parlait encore d'une voiture de piste. Enfin, potentiellement de faire de la piste avec cette voiture, et là pour le coup il faut absolument lui mettre un diff de qualité si on veut pouvoir l'exploiter, parce que ouais c'est rigolo, ça burn, mais
Bon, c'est super rigolo, mais c'est pas fait que pour ça. Alors, à savoir qu'on part à l'arrêt, en roulant, effectivement, la motricité est bien moindre, et bien meilleure, pardon, et donc on aurait moins ce phénomène et ce souci, mais bon, voilà, ça met vraiment en avant un problème de motricité, et donc de verrouillage du diff. Avant de vraiment pouvoir entamer, bon, là on voit ça marche, mais on va quand même aller vérifier que tout se passe bien sous ce capot. Ça se passe vraiment bien et ça va nous donner l'occasion d'aller voir un petit peu ces traces. Alors vous allez pouvoir découvrir le Nürburgring Péolet d'une autre manière un petit peu, puisque, et d'ailleurs on n'est pas qu'à Péole. Et c'est quand même impressionnant, hein. Vous le voyez, cette poulie ici, on voit bien que ça fait pas stock, on voit bien que c'est balèze, et RAS, c'est nickel, pas de souci particulier à première vue, en tout cas pas de fuite, pas de bruit. Et en face, le crime. Alors, vous le voyez, hein, on en a fait 2, et on a 2 traces, donc il n'y a que la roue droite qui patine, donc vraiment là il y a un souci, hein, mais la voiture a été compressée depuis des années, ce qui fait que le diff a dû prendre très cher, et là je pense qu'il est grand temps d'en changer. Et ouais, il y a quelques mètres, hein. On y va, go. Alors on a du mal à rouler, enfin en tout cas j'ai du mal à rouler avec les assistances. La voiture est tellement différente. Là, elle est entière, elle est pleine, ce qui n'a rien à voir avec le MDM et les aides d'anti-patinage en fait. Ce qui me plairait, c'est d'avoir une autobahn. Si là, on pouvait prendre l'autoroute pour voir à quelle vitesse elle fait un 100-200 ou quelque chose de genre, je pense qu'on serait assez surpris. Le compresseur, ça rigole pas. Quittons les méga petites routes pour de la moyenne petite route. Le problème, c'est que c'est un peu humide ici. Quand on approche les 6000 tours et qu'on sent que la voiture est efficace, c'est jouissif. On a envie d'aller encore plus vite, on sent qu'il y a du châssis et le châssis est réglé pour aller vite, donc en roulant doucement c'est assez inconfortable, même si ça va, hein, franchement, mais plus on roule vite, plus ça lisse. C'est un peu comme la GT3, quand on optimise le châssis, on sent que c'est vraiment fait pour rouler et que la façon dont bossent les ressorts, les amortisseurs, c'est prévu pour un rythme élevé. Et là, allez, je m'arrête pour discuter, mais c'est une bonne excuse pour pas être dans l'excès. Oh, ce châssis. Que de souvenirs, que de plaisir, que de rigolade. C'est juste génial. Et ce qui est bien, c'est qu'on se met en drive, on enlève le MDM, on remet les assistances, et ben là on a une M3 92 tout à fait presque standard dans son confort et dans son utilisation de boîte automatique standard. Elle fait pas trop de bruit, on peut cruiser peinard. On cherche les petites routes pour s'amuser, mais en fait c'est beaucoup plus humide, et là on revient sur les plus grands axes et c'est beaucoup plus sec, mais c'est que partie remise. Nous voici de retour au garage et je pense que comme vous, je suis très impatient de connaître le score. Ça vous a plu, la balade sur route? J'espère que ce petit passage au banc va vous plaire également. C'est vraiment la finalité d'un chantier qu'on attend depuis un moment. Et c'est vrai que c'était un pari, personnellement, que je pensais assez logique entre G-Power et ESS. Maintenant, reste le score. C'est ce qui compte au final.
de sensations, nous sommes à 520 chevaux. Vous le voyez, la voiture fume beaucoup, ce qui nous semble être une voiture très riche. Donc très riche, très safe. Ça veut dire que dans les tours, la carto stock de chez ESS nous donne une voiture quand même relativement facile à régler. Donc on a une bonne base. Est-ce qu'on va peaufiner aujourd'hui? Je ne pense pas. Ça fait déjà beaucoup d'émotions. Et il faut savoir que ces voitures sont souvent prévues pour rouler avec du 91 par exemple. Et là, on est au 98. Mais bon, on va la remettre sur la route. Il nous manque 30 chevaux pour arriver au score qu'on aurait voulu. En soi, est-ce que c'est grave? On revient de loin. Par contre, est-ce qu'on en restera là? Je ne sais pas. On détache la belle, on fait un petit essai routier et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Kenavo.